À la une de cette édition, succès opérationnel de la force conjointe de l'AES. Elle vient de neutraliser le terroriste Moussa Ima Diallo, numéro 2 de la Katiba Serma. Les forces armées maliennes ont infligé également une lourde défaite hier samedi aux terroristes qui se sont attaqués à la localité de Saï, dans la région de Ossan. La réunion des experts en communication de la Confédération des États du Sahel se poursuit à Bamako. Ils réfléchissent à la création de plateformes digitales pour faire face à la cabale médiatique contre les pays de l'AES. Au deuxième jour de leurs travaux, les spécialistes ont finalisé certains documents, notamment sur la création de la télé et de la radio AES, à soumettre à la réunion ministérielle prévue demain. Concours des auditeurs de justice et greffiers en chef. Ils sont 105 312 candidats repartis entre 6 sites ici à Bamako. Les épreuves sont lancées ce matin par le ministre en charge de la justice. Dans ce journal, nous irons à Sikasso où le nouveau centre de formation professionnelle est désormais opérationnel. Il est ouvert aux jeunes et aux femmes. L'infrastructure inaugurée par la ministre en charge de la question, Oumou Salsek. C'était à l'occasion de la rentrée solennelle de la formation professionnelle. Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le numéro 2 de la Katiba Serma, Moussa Ima Diallo, est neutralisé par la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel. C'est l'état-major général des armées qui confirme l'information. C'est un grand soulagement pour les populations éprouvées par les exactions barbares des groupes terroristes. Retour sur le film de cette opération complexe avec Abdoulaye Sako. Dans la journée du 26 décembre 2024, les renseignements ont donné une description précise de la cible qui devrait rejoindre son épouse à côté d'un hameau à quelques kilomètres du village de Serma. Au regard de l'urgence, les vecteurs de la force de l'AIS opérant dans la zone ont immédiatement été engagés. À l'arrivée sur la zone, un pick-up est repéré. Suite à une surveillance minutieuse de la zone, l'homme tel que décrit a été repéré et neutralisé. Son véhicule a été détruit par une autre frappe et aucun dommage collatéral n'a été enregistré. La réussite de cette opération est le fruit de la collaboration très étroite entre les services de renseignement de l'AIS. Ce succès met aussi en exergue le professionnalisme et l'efficacité de la force conjointe de l'AIS. C'est également un grand soulagement pour les populations durement éprouvées par les exactions barbares des groupes terroristes obscurantistes. Et puis, hier samedi, les forces armées maliennes ont infligé une lourde défaite aux terroristes qui se sont attaqués à la localité de Saï, dans la région de San. Le bilan, une vingtaine de terroristes neutralisés et du matériel récupéré. On en sait davantage avec Abdoulaye Sako. Les terroristes en grand nombre ont échoué dans leur action en force au cours de violents combats. Le bilan provisoire est le suivant. Côté ami, 1 mort, 3 blessés militaires et 2 blessés civils. Côté terroriste, 21 corps abandonnés, des armes, munitions et équipements de tout genre, y compris des mitrailleuses lourdes et des engins explosifs improvisés. Le ratissage continue pour rechercher les rescapés et les complices. L'état-major général des armées s'incline devant la mémoire du vaillant Fama mort au combat et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il salue le professionnalisme et l'esprit patriotique des unités engagées pour cette prouesse. L'état-major général des armées rassure que la lutte contre les terroristes continue. Au même moment, le chef d'état-major général adjoint des armées en visite dans la 4e région militaire du Mali, à Kaï et à Yélémané, le général de division Keba Sangaré a pu apprécier les conditions d'opération des femmes. Il s'est particulièrement réjoui de l'engagement et du bon moral des troupes sur le terrain. Kansoutou Kanouté.
Ce déplacement du chef d'état-major général adjoint des armées vise à évaluer l'environnement sécuritaire et discuter autour des questions d'actualité avec les hommes sur le terrain. Après un échange fructueux avec le commandant de la zone de défense numéro 4, colonel Moussa Angoïba, le général de division Keba Sangaré s'est rendu chez le chef de l'exécutif régional avec lequel il échangea sur les questions sécuritaires dans la région. À l'issue de cet entretien, le chef d'état-major général adjoint des armées a félicité l'ensemble des forces présentes dans la localité pour leur engagement et leur détermination pour le travail abattu. Cette visite a été fortement appréciée par le chef de l'exécutif régional. En tant que gouverneur d'une région, quand vous recevez une telle délégation, cela montre à suffisance combien les autorités militaires tiennent à la sécurité de nos populations. Cette délégation vient s'imprégner des conditions de travail et de vie de non seulement des militaires, mais aussi s'imprégner de la situation sécuritaire sur l'ensemble de notre région. Donc ça, c'est un motif de joie et de satisfaction pour moi. Deuxième étape de cette visite du chef d'état-major général adjoint des armées, général de division Keba Sangaré, le SEC de Yélimane. Sur place, il a rencontré, en compagnie de sa délégation, les populations afin de s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut dans leur localité. Yélimane, par ma voix, est très content. Nous sommes émus. Nous avons su aujourd'hui que vraiment, nous sommes en train de supporter la transition et la transition pense à nous. Nous avons parlé avec le général comme en famille. Nous saluons Assimi, nous saluons le gouvernement et le tout nouveau Premier ministre, le général Ablaye. On fait des bénédictions pour eux. Sur les 12 communes que j'ai, nous avons les 9 communes qui font frontière avec d'autres pays. Nous avons souligné ces difficultés suivantes et aussi le renforcement des sujets. On a frôlé beaucoup de points. Et je pense qu'il a tout noté. À l'issue de ce périple, le général de division Keba Sangaré a rencontré les troupes avec lesquelles il a échangé, tout en insistant sur la vigilance, la prudence, l'engagement et surtout sur l'utilisation des réseaux sociaux de façon démesurée. Rappelons qu'auparavant, le chef d'état-major adjoint des armées avait rendu une visite de courtoisie aux notabilités, lesquelles notabilités très satisfaites ont en retour fait des bénédictions. Autre titre de l'actualité au Mali, concours des auditeurs de justice et greffiers en chef. Ils sont 105 312 candidats répartis entre 6 sites à Bamako. Effort personnel des candidats. Vigilance des surveillants sont entre autres conseils prodigués par le ministre en charge de la justice qui a lancé les épreuves ce matin. Fademba Keita. Après reprise de l'appel des candidats pour non-respect de certaines consignes d'accès à la salle, le ministre lance le concours des auditeurs de justice et greffiers en chef. Il ouvre l'enveloppe contenant l'épreuve de droit civil devant les 263 auditeurs de justice qui composent dans l'amphithéâtre 500 de la faculté de droit privé. Ensuite, il précise, je cite, « Le système est tel que personne ne peut aider quiconque. » Fin de citation. Nous avons donné des conseils aux candidats et surtout nous les avons rassurés. Parce qu'il y a beaucoup de candidats les années passées qui pensaient que venir concourir, c'était juste une perte de temps parce qu'ils pensaient que les jeux étaient déjà faits. Et à travers les concours que nous avons organisés récemment et les concours qui sont en train d'être organisés par la fonction publique et l'ENA, donc on constate qu'il y a vraiment beaucoup de sérieux dans l'organisation et beaucoup de transparence. C'est pour pallier le déficit de magistrats, de greffiers en chef et de personnel administratif que ce concours est organisé. Nous avons 124 salles et nous avons 10 532 candidats retenus pour les deux concours. Du point de vue organisation, tout est fin prêt et tout se passe normalement, comme prévu. Les consignes qu'on a données aux surveillants, c'est d'empêcher l'intrusion des téléphones dans les salles. Nous avons également interdit tout effet personnel, notamment les supports électroniques. Et la justice a un rôle fondamental à jouer. Pour pouvoir jouer son rôle, la justice doit être dotée de ressources matérielles, financières et surtout humaines. La mobilisation de tous les membres du cabinet et d'autres personnes et ressources témoignent à suffisance de l'importance qu'accorde le ministre des tutelles à la réussite de ce concours de recrutement des auditeurs de justice, greffiers en chef et administrateurs de prison. En troisième région, le nouveau centre de formation professionnelle de Sikasso est désormais ouvert aux jeunes et aux femmes.
La structure est inaugurée par Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. C'est en marge de la rentrée solennelle de la formation professionnelle. Le point avec Oumou Sokoro Sérémé, Taïrou Konaté. La formation professionnelle en mode décentralisé, facteur de développement local, de lutte contre le chômage, l'extrémisme violent et la migration irrégulière. C'est la principale thématique animée par des spécialistes de l'emploi et de la formation professionnelle pour marquer la rentrée solennelle de la formation professionnelle 2024-2025 à Sikasso. Une cérémonie qui regroupe l'ensemble des forces vives de la région, soucieuses de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. Cette cérémonie prend toute sa signification dans le contexte national actuel, marqué par la ferme volonté de reconquérir pleinement notre souveraineté et de garantir notre indépendance économique sous la conduite éclairée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. La formation professionnelle n'est pas une réponse temporaire aux besoins du marché. Elle est la clé pour assurer une croissance économique soutenue, équitable et durable. Elle constitue le fondement d'une économie moderne, compétitive et capable de relever les défis de l'innovation et de la mondialisation. Cet événement majeur est couplé à l'ouverture officielle du Centre de formation professionnelle de Sikasso, un véritable espace d'innovation et d'épanouissement des jeunes. Œuvre sociale du président de la transition du sourire pour des personnes atteintes de troubles de langage. Le général d'armée Assimi Goïta parraine l'encadrement d'une 50aine de personnes bègues par des orthophonistes. Un parrainage qui s'inscrit dans le cadre de la 27e édition de la Journée mondiale du bégaiement. Tchemoko Konati. Elle, c'est Awa Sofuntera, élève en 11e année sciences au lycée Les Patriotes à Yirmadio en commune 6 du district de Bamako. Atteinte de troubles de langage depuis un bas âge, notre jeune scolaire s'y affranchit graduellement avec l'aide d'un orthophoniste. Le bégaiement est un problème complexe qui touche plus d'1% de la population mondiale, soit plus de 70 millions de personnes. Pourtant, ce trouble de la parole reste méconnu et souvent stigmatisé. Les personnes atteintes sont des fois sujets aux moqueries. Un état de fait déplorable qui inspire le président de la transition à étendre ses œuvres sociales aux personnes atteintes de bégaiement se présentant comme une forme de handicap. En effet, le général d'armée Assimi Goïta se propose de parrainer 50 personnes bègues. Un parrainage qui se situe dans le cadre de la 27e édition de la Journée mondiale du bégaiement, célébrée chaque année le 3 décembre. Parce que nous savons que le bégaiement est méconnu en général au Mali. La prise en charge de ces bègues-là peut leur permettre leur épanouissement. Nous avons des orthophonistes qui vont les former à prendre mieux en charge leur handicap pour qu'ils puissent bien s'épanouir. La prise en charge de ces 50 personnes va concerner leur apprentissage en orthophonie généralement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les actions menées à la faveur de cette 27e édition de la Journée mondiale du bégaiement ont comblé les attentes, même si beaucoup reste à faire. Ces œuvres sociales du président de la transition, poursuit le conseiller spécial, vont continuer à s'intensifier et à se diversifier au bénéfice d'autres couches qui en expriment le besoin. Demain s'ouvre à Bamako la réunion des ministres en charge de la communication de l'AES. En prélude à la rencontre, les experts réfléchissent à la création de plateformes digitales pour faire face à la cabale médiatique contre les pays de l'AES. Au deuxième jour des travaux, les spécialistes ont finalisé certains documents, notamment sur la création de la télé et de la radio AES. Des documents qui seront soumis demain à la réunion ministérielle. Youssouf Diakité.
Les experts de la Confédération des États du Sahel sont à Bamako pour réfléchir sur la faisabilité de la mise en route des outils de communication de la zone. Il s'agit de la télévision, de la radio et les plateformes digitales de la Confédération. Cette initiative, c'est dans l'optique de la confirmation de la souveraineté des États de la Confédération. Les enjeux sont importants. Je pense que les choses avancent très vite, conformément aux orientations de notre hiérarchie, des ministres et des chefs d'État. À la clôture de notre session, il sera procédé au lancement officiel symbolique de la Web TV. Tous sont unanimes que la communication reste l'un des maillons essentiels pour l'atteinte des objectifs de la souveraineté d'un État. Nous pouvons déjà lancer les plateformes. Je pense que les ministres s'inscrivent dans cette dynamique d'ailleurs. Ils vont lancer ce qui pourrait faire l'objet d'animation de façon concertée entre les trois pays. Nous irons dans ce sens. Mais très rapidement, il va falloir développer d'autres plateformes web pour véritablement répondre aux attentes du public. Bamako est à l'honneur pour la tenue de cette réunion des experts qui se penchent sur les grandes articulations de la mise en route rapide de l'initiative. Aucun segment n'est négligé. Faire comprendre à nos populations les objectifs, les orientations que nos chefs d'État veulent, la direction que les chefs d'État veulent prendre aujourd'hui en actant justement cette confédération. Aujourd'hui, nous avons reçu des instructions pour lancer la Web TV. Pour lancer justement une plateforme du genre, il faut bien évidemment des ressources humaines, des ressources financières. Vous avez vu des propositions qui ont été faites, mais je pense qu'à la dimension de 3 États, c'est vraiment faisable. Les travaux sont présidés par le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration qui estime que la matérialisation de tous les travaux réalisés relève de la compétence des chefs d'État de la Confédération. Il s'agit notamment de faire en sorte aujourd'hui comment avoir une administration transitoire qui va gérer les questions d'urgence pour que la plateforme, une fois lancée, puisse continuer à être opérationnelle. Et la deuxième option, c'est de voir comment mettre en place une administration pérenne qui va gérer le processus de communication au niveau de la Confédération. Donc ce processus va intégrer non seulement la gestion intégrale de la plateforme, mais aussi tout ce qui concerne les aspects de la création de la télé et de la radio, sur lesquels nous allons travailler très bientôt. Ces travaux qui durent 3 jours doivent baliser le terrain permettant aux autorités des États de la Confédération de prendre des décisions éclairées allant dans le sens de l'atteinte des objectifs recherchés par l'AES. Au Niger, entretien exclusif du chef de l'État accordé à la radio-télévision nigérienne, le général Abdourahmane Chani, est revenu sur les méthodes de déstabilisation du Niger par la France. Une stratégie qui, selon lui, date de plusieurs années et qui n'a jamais cessé. On en sait davantage avec Abdoulaye Coulibaly. Face au génocide programmé par la France et ses acolytes, que nous prenions toutes les dispositions. C'est une grande interview exclusivement consacrée aux questions sécuritaires que le chef de l'État, dans un langage de vérité, à travers un style clair et dépourvu de toute langue de bois, a livré à l'opinion, prenant ainsi celle-ci à témoin sur la tension sécuritaire sournoisement et flagramment entretenue par les ennemis du Niger, dont malheureusement des compatriotes renégats, heureusement déchus désormais de leur nationalité, tous sponsorisés, et c'est désormais un secret de polichinelle, par la France. À travers un calme olympien, fait d'audace et de sérénité forçant l'admiration, le général Abdourahmane Chani, données cartographiques et chiffres précis à l'appui, a asséné à la face du monde des révélations croustillantes qui ont dû laisser bouche bée tous ceux qui, au Niger ou à l'extérieur, ont très souvent péché par naïveté, surtout lorsqu'il s'agit de thèses françaises considérées toujours par ces derniers comme paroles d'évangile. Désormais, ceux-ci en sont pour leurs frais, frustrés dans leurs viles espérances. Désespérés sans doute également certains chefs d'État de la CEDEAO qui croyaient pouvoir mettre vite au pas le Niger et ses frères de l'AES. Ils ont en effet dû être estomaqués en découvrant à travers le général Chani que le CNSP en sait beaucoup sur leurs agissements sordides. Sans doute, ces chefs d'État d'un genre nouveau et passé maître dans l'art de la fourberie à des fins personnelles et égoïstes
sont-ils désormais anxieux plutôt qu'enthousiastes? Sans doute aussi, le général Tchani a-t-il désormais cloué le bec à tous ces oiseaux de mauvais augure qui ont eu l'outrecuidance de renier leur propre pays qui leur a pourtant tout donné? Lors d'échéance de la nationalité nigérienne, que certains esprits retors tentent de fustiger, n'est pourtant pas sans précédent au Niger. Pour leur part, les peuples résilients de l'AES doivent rester vigilants face à l'adversité, car la menace est réelle, a averti le chef de l'État. Le combat sera âpre et de longue haleine, a-t-il encore prévenu. Nous devons par conséquent redoubler d'efforts et de vigilance. Nous devons rester mobilisés, unis et solidaires. Nous ne devons en aucun cas baisser l'échine et sacrifier les générations futures. Nous devons continuer à défendre notre souveraineté pleine et entière, car le chemin est tout indiqué par le peuple nigérien, dont nos FDS sont partie intégrante. Les FDS auxquels le général Abdrahmane Tchani a encore rendu un vibrant hommage pour leur sens du patriotisme. Au nom de tout ceci, nous ne retournerons pas aux chaînes de l'esclavage, a tenu à rassurer le chef de l'État qui a appelé les Nigériens et leurs frères de l'AES à ne pas céder à cette campagne perfide d'intoxication et de désinformation de la France et de ses acolytes sur lesquels le monde entier, désormais témoin oculaire, a les yeux ouverts. Assurément, hier soir, le général Tchani a fait fort en procédant à ce grand déballage fort intéressant et qui ne devrait pas rester sans bonus communicationnel en termes d'équilibre des forces sur l'échiquier sous-régional, voire international. Et au Burkina Faso, le camp Wenze Koulibaly de Bobo Dioulasso a servi de cadre pour la remise de vivres aux veuves et enfants des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ de bataille. Objectif, cultiver la solidarité et l'entraide entre populations et leur armée. Betty Bie Naom et Salam Dabal. Veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité reçoivent ici des kits composés de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, des cartons de savon et de la boisson à cette journée de solidarité. Une journée initiée par les premiers responsables de la 2e région militaire en partenariat avec la SNCITEC et plusieurs organisations de la société civile de Haut-Bassin. Cette double contribution de la SNCITEC, qui est une entreprise citoyenne, qu'autant de fois il y aura des besoins à satisfaire et pour apporter notre part contributive au retour de la paix et en soutien aux forces de défense et de sécurité et aux communautés victimes de la barbarie, et SNCITEC sera présente. On a vu les difficultés que les orphelins et les veuves ont vécues pendant leur enfance jusqu'à grandir. Raison pour laquelle le grand frère a décidé de créer la fondation pour aider les veuves et les orphelins. Des gestes combien importants, fortement salués par les bénéficiaires et les initiateurs de cette journée de solidarité. Ça nous va droit au cœur et nous tenons à remercier les donateurs et tous ceux ou celles qui ont pensé à nous. Nous les remercions. Ici, c'est pour mettre en valeur nos frères qui sont tombés sur leur honneur et dire à leurs familles, les orphelins qui ne sont pas orphelins. En marge de cette cérémonie, le commandant de la 2e région militaire en compagnie du gouverneur de la région de Haut-Bassin ont procédé à la réception de la clôture du camp affecté par les eaux de pluie et réhabilité cette année par la SNCITEC à hauteur de 12 millions de francs CFA. En guise de reconnaissance, la nationale des huiles et du savon du Burkina Faso a reçu une attestation de la part de la hiérarchie militaire. À Gao, Douanza et Bandiagara, les légitimités traditionnelles et leaders religieux soutiennent la récente déclaration des chefs d'État de la Confédération AES. C'est à l'issue d'une rencontre d'information sur le sujet. Le point avec Agali Aguissa et Kassim Diallo. Le retrait des 3 pays de la Confédération des États du Sahel, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est définitif. Cette décision irréversible du Collège des chefs d'État de la Confédération a été partagée ce jeudi avec les légitimités traditionnelles de la région de Gao.
Elle se confirme au regard de certaines stratégies développées par des ennemis de la paix pour déstabiliser les trois pays. Ces partenaires ennemis, ayant pris la mesure de la détermination des nouvelles autorités à compter sur elles, organisèrent des vastes complots de déstabilisation contre notre pays. Le même type de complot fut organisé contre le Burkina Faso et le Niger. Pour la défense de l'espace AES et la protection des personnes et de leurs biens, les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont pris certaines mesures. Mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. De faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires coexistant avec les théâtres militaires nationaux en cours. Appeler les populations de l'AES à redoubler de vigilance. Des efforts bien appréciés par les légitimités traditionnelles qui adhèrent à l'engagement du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre est un acte pour les légitimités traditionnelles et les autorités religieuses pour marquer leur adhésion, leur soutien total et leur bénédiction à l'Alliance des États du Sahel pour la déclaration conjointe des chefs d'État signée par notre président, le général d'armée Assimi Goïta. Rappelons que c'est plus précisément le 28 janvier 2024 que les présidents des trois États de l'AES ont déclaré le retrait immédiat de leur pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les forces vives de la région de Douanza se sont mobilisées pour témoigner leur soutien à la transition ce jeudi 26 décembre 2024. La rencontre a permis aux participants de s'exprimer sur la souveraineté du Mali et l'AES. L'air est grave et la situation est critique. Mais retenons une seule chose. Ensemble nous tenons, divisés nous tombons. Alors, tenons-nous bien car notre survie en dépend. La population de la région de Douanza soutient la transition. Restons mobilisés pour relever les défis de la sécurité dans l'espace AES. Cette journée de concertation a pour but de donner des orientations et la volonté de la population de Douanza de soutenir les autorités maliennes. Une occasion de faire des prières et des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali. La population de la région de Badiangara, par la voix de ses légitimités traditionnelles, rassure les autorités maliennes pour le soutien de la région. Cette rencontre d'échange et de partage était axée essentiellement sur le contenu du communiqué conjoint des chefs d'État de l'AES concernant les retraits de la CEDEAO. Il est important pour moi ici, une fois de plus, de rappeler à tout un chacun que nous devons servir de locomotive à travers nos autorités pour accomplir les objectifs assignés. Une démarche patriotique qui a été saluée par le gouverneur de la région de Badiangara. Nous leur avons expliqué les complots multiples qui tournent autour de l'AES pour partager avec eux la teneur, l'esprit et la lettre de la déclaration des trois chefs d'État de l'AES du 22 décembre 2024. Et c'est agi pour nous, paragraphe par paragraphe, de leur expliquer les enjeux du moment. Et nous avons vu que les légitimités traditionnelles et religieuses ont parfaitement adhéré à cette déclaration. Elles ont formulé des recommandations que nous transmettrons à nos chefs. Cette rencontre des leaders d'opinion de Badiangara a également donné l'occasion aux participants d'aborder des questions de développement économique de la région. Forte mobilisation également des leaders traditionnels et religieux à Koulikoro, Taoudeni et Koutiala. Là aussi, le contenu de la déclaration des chefs d'État de l'AES est expliqué. Les précisions avec Djemba Moussa Konaté à Koulikoro, Chirfi Moulaya Taoudeni et Brima Kone à Koutiala. Suite à la projection de ce communiqué conjoint des États de la Confédération de l'AES, les participants à cette réunion entendent soutenir les chefs d'État de l'AES dans toutes les démarches qui participent à ramener la stabilité et la paix dans les trois pays de l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Pour ce qui nous concerne, nous allons prier. Le religieux ne compte que sur Dieu.
Un peuple est mieux informé, il est mieux garanti pour prévenir certaines choses qui nuisent à son développement. Nous allons donner de la bonne information à l'Église. À l'issue de la rencontre, le directeur de cabinet du gouverneur de Koulikoro a invité la population à se joindre aux légitimités traditionnelles pour donner des informations aux autorités compétentes sur tout mouvement, comportement ou regroupement suspect dans leur localité. La réunion d'aujourd'hui, on l'a organisée pour expliquer le contenu de la déclaration du collège des chefs d'État de l'AES sur les menaces et les complots qui sont tramés contre les pays de l'AES. Le deuxième volet de la rencontre a porté sur les préparatifs de l'arrivée du président de la transition à Koulikoro en janvier 2025 pour poser les premières pierres de certaines infrastructures de développement dans la ville de Koulikoro. Cette cadre de concertation autour de la déclaration du collège des chefs des États du Sahel a regroupé les autorités, les légitimités traditionnelles et religieuses de la région de Todeni autour du gouverneur Abdrahman Ould Meidou. Le contenu de l'édite déclaration a été rendu par le directeur de cabinet du gouverneur afin que chacun se l'approprie et mesurer la gravité des agissements de la CEDEAO et ses supplétifs envers les États de l'AES. Le collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique portée par des aspirations légitimes à la liberté et la paix, la junte française impérialiste, sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice. À tour de rôle, les participants ont exprimé leur indignation face à ce manœuvre de déstabilisation. J'encourage l'initiative de l'AES et que les autres pays vont rejoindre bientôt cette AES-là. Parce que l'AES, c'est par la volonté de Dieu. Et je remercie aujourd'hui le courage de notre gouverneur, le général Ould Meidou. Ça c'est très bien, notre famille est grandie, on va très bien cultiver et travailler et développer l'ancien système colonial. Si les trois pays réellement ils sont ensemble, ça veut dire que le Sahel est là sous contrôle de le pays. Il y a un danger qui m'annonce politique, économique, tout le monde est au courant de ça. On ne peut pas traverser cette crise-là tant qu'on n'a pas ensemble. Nous, on sommes otages économiquement, otages culturellement, otages dans tous les sens, otages sécuritairement, même pour nos propres sécurités. Il faut quelqu'un d'autre qui nous donne les ordres. Non, au fait, ça, tu n'as pas le droit pour le faire. Le Burkina n'a pas le droit pour faire ça. Le Mali n'a pas le droit pour faire ça. Moi, mes problèmes, je les règle. Ça n'a pas quelqu'un d'autre, ça n'a pas un Français ou un Américain, excusez-moi les termes, ou bien quelqu'un d'autre qui doit nous dire non, tu dois faire ça pour que tu dois exister. Non. Moi, je pense que vraiment, je remercie les trois chefs d'État qui ont cette vision, d'ailleurs capitale pour nous, lesquels, pour qu'on puisse diriger nos problèmes. C'est sur des acclamations que se termine cette concertation qui a réussi. Les félicitations des différentes couches de la population de Todeni. Suite à la décision des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel de se retirer immédiatement de la CEDEAO, les autorités administratives de Koutiala s'emploient pour une vague de sensibilisation des légitimités traditionnelles. Ainsi, le gouverneur a insisté sur la valorisation de la puissance publique face au complot de la CEDEAO dénoncé par les pouvoirs publics de l'AES. Les idées reçues et les paradigmes d'hier constituent des apories. Afin de réenchanter notre quotidien, valoriser la puissance publique pour une meilleure prise en charge de l'intérêt général, il faudra bousculer ces idées reçues. Aux populations des pays de l'Alliance des États du Sahel, à tous ceux et à toutes celles qui ont à cœur d'infléchir le cours de l'histoire dans le sens du souhaitable, il est une autre exigence qui s'impose, l'exigence de l'action.
Aussitôt informés et sensibilisés, les légitimités traditionnelles accompagnées du recotrade se disent acquises pour la cause des autorités de la transition. Nous demandons à toutes les légitimités traditionnelles d'être derrière nos autorités à toutes les prises de décisions. C'est vraiment des décisions salutaires, c'est des décisions qui peuvent nous amener ce qu'on appelle la souveraineté. Et cette souveraineté-là, nous devrons la chercher très cher. Nous avons vu ces derniers temps qu'il y a eu tellement de tripatouillage autour de cette affaire de CEDEAO, à tel point que les intérêts du Mali sont menacés dans son ensemble. Donc quand tu vois que tu es dans une organisation qui ne porte pas bonheur à votre peuple, c'est bien raisonnable de se retirer de cette association et voir d'autres horizons. Du discours du gouverneur, les légitimités traditionnelles et le recotrade de Koutiala retiennent l'annonce par le président de la Confédération de l'AES, le général d'armée Assimi Goïta, comportant 3 mesures. Il s'agit là de l'état d'alerte maximal pour les forces de défense et de sécurité, la mise en place d'un théâtre unique d'opérations militaires dans l'AES et l'appel des populations à la vigilance et au rejet d'enrôlement dans les groupes terroristes. À toutes et à tous, je veux dire qu'il est urgent de faire émerger une opinion publique politique africaine de l'AES, de créer un mouvement populaire, un courant d'opinion pour l'unité de notre confédération. Je veux dire que le temps est venu d'accepter d'être ensemble. Le général de division Abdoulaye Cissé a incité ses interlocuteurs à œuvrer pour relever les défis d'une renaissance de notre confédération. Et pour boucler cette page AES, ces images qui nous parviennent de Niamey, l'arrivée du Premier ministre dans la capitale nigérienne pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. Le général de division, Abdoulaye Maïga, comme vous le voyez, est accueilli à sa descente d'avion par son homologue nigérien Ali Mohamed Zeyn et plusieurs membres du gouvernement. Demain, le chef du gouvernement assistera aux côtés des premiers ministres du Niger et du Burkina Faso à la finale du 45e championnat national de lutte traditionnelle à Dosso. Lors de son séjour, le Premier ministre, qui est accompagné par 2 membres du gouvernement, aura des discussions avec ses homologues sur le renforcement de la coopération entre les membres de la Confédération des États du Sahel. Ce déplacement est la première visite internationale du général de division Abdoulaye Maïga depuis sa nomination au poste de Premier ministre. Les échos de ce déplacement du chef du gouvernement à Niamey, dans la capitale nigérienne, avec Mamari Kone et Aliou Touré demain dans nos futures éditions. L'arrivée donc du Premier ministre, général de division Abdoulaye Maïga, tout à l'heure en début de soirée à Niamey pour une visite d'amitié de travail de 72 heures. Également dans l'actualité, sous la conduite de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, les 3 organes impliqués dans la gestion des déclarations de biens des agents des services publics vulgarisent le manuel de procédure, une opération financée par le projet d'appui à la lutte contre la corruption par et pour l'égalité des genres. Les détails avec Famoussa Sidibé. Si vous n'avez pas encore déclaré vos biens en tant qu'agent des services publics répondant aux critères, voici 2 choses à savoir. Dans un premier temps, vos données sont recueillies par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite en collaboration avec les services de la Cour suprême. Dans un second temps, vos informations sont transmises à l'autorité de protection des données à caractère personnel à travers un dispositif physique et informatisé pour sécuriser les lieux de dépôt des déclarations des biens et restreindre leur accès à une catégorie d'agents préalablement autorisés. Selon le ministère de la Justice, les critères qui prévalent, l'utilité de l'opération et les spécificités doivent être connus de tous. La déclaration des biens concerne des personnes désignées par la loi en fonction des critères précis. En l'occurrence, les personnes qui exercent l'autorité publique ou disposent d'un pouvoir de décision, celles qui gèrent les finances publiques ou qui ont une responsabilité financière, et celles dont leur fonction les expose à des risques de corruption.
Elle est une mesure dissuasive pour les responsables publics dans la mesure où elle contribue à dissuader les décideurs de commettre les infractions et à renforcer les règles déontologiques. À la date d'aujourd'hui, le CLEI a traité environ 96% des déclarations de biens déposées à la Cour suprême, soit 1796 déclarations traitées sur un total de 1873. En 2023, le dépôt de déclarations de biens a drastiquement baissé à plus de 90%, représentant le nombre de 60 déclarations. Sur les 150 services centraux dont les cadres sont assujettis à la déclaration des biens, seuls 7 services se sont pliés à la loi. Pour la représentante du projet d'appui à la lutte contre la corruption et par pour l'égalité des genres, l'USEG, qui soutient financièrement la rencontre, cette opération de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite répond à un idéal. Pour le projet LUSEG, la construction d'une nation transparente et juste passe nécessairement par la participation, l'implication et l'engagement de tout un chacun dans la lutte contre le phénomène de la corruption. L'information et la sensibilisation permettent de prendre conscience des formes, manifestations et conséquences des pratiques corruptrices et poussent à participer à la construction d'un État fondé sur l'éthique et l'intégrité pour le bonheur de tous. Pour rappel, la déclaration de biens est obligatoire pour tout agent répondant aux critères édictés par le ministère de la Justice et est disponible auprès de tous ses services spécialisés. Cérémonie de remise des attributs aux élèves de la 7e année de l'école du Prytanée militaire de Kati. Ils sont 169 jeunes filles et garçons venant de 12 pays d'Afrique à recevoir leurs attributs. Adam Maïga pour le commentaire. S'instruire pour servir. Pour mieux servir la nation, les élèves de la 7e année de l'école du Prytanée militaire de Kati ont bouclé leur première formation de base militaire au bout de 3 mois. Après cette période, voilà les 113 jeunes garçons et 56 jeunes filles qui reçoivent leurs attributions comme les bérets, les épaulettes et les blasons. C'était lors de la cérémonie de sortie de la 44e promotion de l'école du Prytanée militaire de Kati. En recevant vos attributs aujourd'hui, vous ne portez pas seulement un uniforme, vous embrassez une identité forgée par des valeurs intemporelles, la discipline, l'excellence et le service à la nation qui se celle du Prytanée militaire de Kati. Ces attributs représentent bien plus que de simples insignes. Ils symbolisent votre potentiel, vos ambitions et la confiance que nous plaçons en vous. En tout, la 44e promotion de l'école Prytanée militaire de Kati est composée de 169 jeunes venant de 12 pays d'Afrique, dont le Bénin et le Cameroun. Cette diversité est une force, une richesse qui reflète notre vision, celle d'une éducation qui transcende les frontières et construit des ponts entre les nations. Cette 44e promotion de l'école Prytanée militaire de Kati est parrainée par les élèves de la 4e promotion de la dite école. Deuxième session ordinaire du comité de coordination statistique du secteur de la justice. Ses membres examinent les recommandations de la première session, le rapport d'activité statistique de 2024 ainsi que le programme d'activité 2025. Seydou Traoré. Mesurée pour améliorer la justice et la rendre plus performante au profit des justiciables. C'est le leitmotiv de cette deuxième session ordinaire du comité de coordination statistique du secteur de la justice. Pour ce faire, les administrateurs ont examiné les 9 recommandations, parmi lesquelles 4 ont été réalisées, des actions partiellement réalisées en cours et d'autres non réalisées. Nous éprouvons une grande fierté pour la tenue de cette deuxième rencontre, qui permet, comme le rappellent les spécialistes de la matière, de mesurer pour améliorer. Parce que ne dit-on pas que ce qui est mesurable est améliorable. Oui, améliorer les efforts, les progrès réalisés constituent une aide à la décision et une boussole pour l'essor du secteur de la justice. Notre confiance en l'avenir pour une justice de plus en plus performante, crédible, responsable et respecté est tangible et inébranlable.
De 2023 à 2024, le taux de confiance des citoyens en leur justice est encourageant, note le président du comité, qui a aussi encouragé les administrateurs à prendre en compte les enquêtes d'opinion qui justifient la marque de confiance des citoyens. Le comité a aussi loué l'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. C'est la deuxième rencontre au cours de cette année et je pense que nous félicitons quand même le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme à travers la cellule de planification qui s'est quand même engagée depuis un moment dans le cadre de la production de l'information statistique. À l'ouverture de la session, le président du comité a exprimé la nécessité de rendre disponibles pour tous les données de statistiques judiciaires et les indicateurs de performance du secteur de la justice. Et le comité de gestion des activités aéronautiques nationales de la délégation de la SECNA au Mali examine également le bilan des activités de l'exercice qui s'achève et fixe les perspectives pour l'année 2025. Nouhoum Sissoko. Cette session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales de la délégation de l'ASECNA au Mali, agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, passe en revue les activités réalisées en 2024. Il s'agit d'actions visant à équiper les aéroports et moderniser les infrastructures pour améliorer la navigation aérienne. Les différents indicateurs de performance concernant la gestion du trafic, l'information aéronautique et le niveau de protection contre l'incendie ont tous atteint des taux requis sur tous les aérodromes gérés par la délégation de l'ASECNA. La collecte, le traitement et la diffusion des données météorologiques opérationnelles ont atteint un taux d'exécution de 99,89% sur un objectif fixé de 97%. Du point de vue des infrastructures radioélectriques, il a été enregistré un taux de disponibilité correct des équipements, en particulier ceux destinés au système de communication et de navigation aérienne. Avec un taux moyen de mise en œuvre d'environ 77%, la délégation de l'ASECNA est restée dans la dynamique de l'amélioration continue dans la prise en compte des actions de correction des écarts relevés lors des inspections réalisées par l'Agence nationale de l'aviation civile pour l'assurance de la sécurité sur nos aérodromes. La délégation aux activités aéronautiques nationales du Mali entend maintenir le cap en 2025 pour une meilleure sécurisation des aérodromes. Il s'agit maintenant de réaliser la réhabilitation de l'aéroport de Kayes, qui sera certainement le deuxième aéroport qui va être certifié après l'aéroport de Bamako-Sénou. Donc les mesures, vous allez voir dans le budget, sont prises au cours de l'année 2025 pour que l'aéroport de Kayes soit prêt conformément aux normes de l'OACI. La 41e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales de la délégation de l'ASECNA au Mali a enregistré la participation de responsables de la direction de l'agence venus de Dakar. Et la 28e session du conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires, CNOU. Sur la table des administrateurs, 4 documents soumis à leur appréciation. Fadema Keita pour les précisions. C'est en vue d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des étudiants et au développement de l'enseignement supérieur que se tient cette 28e session du conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires, CNOU. La présente session est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption de l'état d'exécution des recommandations, l'examen et l'adoption du rapport d'activité et du rapport financier 2024, et l'examen et l'adoption de 2 projets de délibération relatifs aux indemnités accordées aux membres de l'atelier d'immatriculation et aux membres de la commission de traitement des demandes de bourse en ligne des néo-bacheliers. Malgré les nombreux défis à relever, notamment les difficultés internes liées à l'insuffisance des ressources financières disponibles pour répondre efficacement aux multiples sollicitations, l'administration se bat tant bien que mal, affirme son premier responsable. Nous avons pu payer régulièrement les allocations financières. On a pu aussi prendre en charge plus de 8000 cas d'étudiants par rapport aux cas sociaux en termes de prise en charge sanitaire, parce que pour que les étudiants puissent être logés, ils passent des visites médicales. Et on a pu installer des panneaux solaires et des pompes solaires dans les résidences de Kabbalah et de Ségou. Et à côté de ça aussi, il faut reconnaître qu'on a pu aujourd'hui opérationnaliser notre club sportif universitaire qui participe déjà aux compétitions nationales.
et au niveau de l'athlétisme et au niveau du football. Le projet de budget est arrêté environ à plus de 22 milliards 600 millions. On a plus de 3,5% d'augmentation. Au niveau du renforcement des capacités opérationnelles des œuvres universitaires, nous pouvons noter la dotation des résidences universitaires en matériel de literie et de couchage. À ceci s'ajoutent beaucoup d'activités en perspective en 2025. Pour l'année 2025, en perspective, nous continuerons à améliorer le système d'information de notre gestion, qu'on appelle le SIGU. Et nous allons lancer un système d'information aux étudiants qui va leur permettre, à travers les SMS, de connaître la situation de traitement de leur allocation financière. Et aussi, nous allons mobiliser les ressources pour construire une résidence à Katibou, à l'IPR Katibou, et à travers le budget spécial d'investissement. Et aussi, on va ouvrir une nouvelle antenne à Sikasso. Le département de tutelle promet accompagner et soutenir le CNU dans la mise en œuvre des réformes et actions envisagées. Et le Fonds d'appui à l'industrie cinématographique examine également le rapport d'activité 2024 et adopte le projet d'activité et le budget 2025. On en sait plus avec Daouda Kone. Le bilan de l'exercice 2024 du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique FAIC révèle des avancées significatives selon les gestionnaires du fonds. L'objectif principal, c'était faire une communication en termes d'ateliers en direction des acteurs et en direction des structures qui sont impliquées dans l'accompagnement du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique. Ces ateliers avaient pour objectif également, non seulement de faire connaître le rôle et la place du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique dans le financement des projets cinématographiques, mais également d'inciter et sinon de sensibiliser l'ensemble des structures impliquées. Malgré ces réalisations, l'année 2024 a été difficile pour le Fonds d'appui à l'industrie cinématographique FAIC qui tient sa 10e session. Cette période intervient à un moment où notre pays et ses autorités sont résolument engagés dans une démarche de refondation où la culture et les arts, dont le cinéma, occupent une place centrale. Il est impératif de tirer parti de cette dynamique pour élaborer des textes législatifs et réglementaires garantissant au FEC des ressources pérennes. Concernant les ambitions de 2025, la structure sollicite le maintien des subventions allouées au FAIC, surtout celles de l'État qui est essentielle pour continuer les appels à projets et d'en assurer le succès. Voyons à présent la 6e Assemblée générale ordinaire du Conseil national des ordres professionnels du Mali. À l'ordre du jour, le bilan du mandat écoulé et le renouvellement du bureau. Tiamoko Konaté. 15 ordres, dont un observateur représentant les secteurs de la santé, des bâtiments et des travaux publics, de la justice et des finances. Ainsi se résume la nomenclature du Conseil national des ordres professionnels du Mali à la faveur de cette Assemblée générale ordinaire qui marque l'épilogue d'un mandat de 3 ans non renouvelable. Les participants procèdent à une rétrospective de l'exercice écoulé. Nous avons eu à nous battre pour que le Conseil national soit surtout présent au niveau de la vie publique. Chaque ordre déjà est un établissement public à caractère professionnel et à un ministère de rattachement. Donc à ce titre-là, les ordres participent au niveau de leur département de tutelle pratiquement à tout ce qui est avant-projet de loi et à tout ce qui est en tout cas attribution de fonctionnement. Outre le bilan des activités, 2 thèmes d'actualité ont été développés par des spécialistes au cours des travaux. Ils portent respectivement sur les effets collatéraux des inondations et de la toxicomanie. Vous avez vu tous les dégâts que les inondations ont pu causer aux populations riveraines de façon générale dans notre pays. Bon, et puis il y a le phénomène de la toxicomanie qui est devenu vraiment un véritable danger pour notre jeunesse et même une menace pour l'avenir de notre pays. Cette Assemblée générale ordinaire se tient conformément aux principes démocratiques, souligne le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui exhorte cette organisation fêtière à continuer sur cette lancée. La tenue régulière des instances. Après 3 ans, on doit passer les flambeaux. Et cela passe d'abord par
ce qu'on appelle un devoir de redevabilité, rendre compte de ce qui a été fait, de ce qui a reçu, de ce qui n'a pas reçu. Et ce qui n'a pas reçu, pour quelles raisons. Et demander en tout cas pour les bureaux futurs de prendre les relais et continuer afin de mettre en œuvre ce qui a été déjà décidé. À l'issue des travaux, il sera procédé à l'élection d'un nouveau président. Ce dernier dirigera un bureau renouvelé pour les 3 prochaines années. Cela s'appelle la continuité dans la gestion des affaires au sein de l'organisation. À 100 remises d'équipements agroalimentaires d'embauche et de restauration à une centaine de porteurs d'initiatives individuelles, œuvre d'un consortium de 4 ONG, le coût plus de 30 millions de francs CFA. Drissa Kone. C'est après une formation de 5 jours que 102 porteuses d'initiatives individuelles hors exploitation agricole de 100 sont dotées d'équipements de transformation agroalimentaire, d'embauche et de restauration. Cela pour le développement de leur activité génératrice de revenus dans une perspective de création d'entreprises. D'autres porteurs d'initiatives bénéficient également de la même largesse du consortium d'ONG que sont la SNV, CARE International, l'Université de recherche de Wengengen et l'Institut Royal des Tropiques et leurs partenaires locaux dont l'ONG Amapros. Le nombre total des porteurs d'initiatives, ça fait 158, dont 102 au niveau de 100, 27 au niveau de Koro Bankas et 29 au niveau de Tomia. L'objectif visé dans cet appui, c'est de faire en sorte qu'ils puissent vraiment avoir des compétences améliorées dans leur domaine d'intervention afin qu'elles puissent avoir plus de revenus, plus d'accès sur le marché et être plus autonomes dans le cadre de leur domaine d'intervention. Je suis très heureuse aujourd'hui. Nous avons été formés chacune dans son domaine et nous voilà dotés d'équipements nécessaires qui nous permettront de bien travailler et de proposer des produits de qualité à nos clients. Coût global des équipements, 30 900 000 francs CFA. L'activité entre dans le cadre du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel, Pro-ARDS. Le conseil que je peux leur donner, n'est-ce pas, c'est l'utilisation à bon escient. Il faut que ces initiateurs de projets qui ont eu cette formation, n'est-ce pas, ces équipements, l'utiliser comme ça a été, n'est-ce pas, donné, et en faire bénéficier d'autres populations. À noter que le programme Pro-ARDS est financé par le Royaume des Pays-Bas et le ministère des Affaires étrangères du Danemark. Plus de 246 millions de francs CFA coût de réalisation des travaux d'aménagement des plaines agricoles de Negela et Banankoro. C'est dans le cercle de Kolondieba. Cette initiative du programme Jeunesse, c'est une initiative du programme Jeunesse et Stabilisation. Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayoko. Negela et Banankoro, deux villages situés dans le cercle de Kolondieba, région de Bougouni. L'activité principale de ces deux villages est l'agriculture. Pour donner un coup d'accélérateur à ce secteur, le programme Jeunesse et Stabilisation Projet entend aménager des plaines agricoles. L'initiative vise à améliorer les revenus agricoles et s'inscrit dans la phase D du dit programme. Le projet d'aménagement des plaines de Banankoro et Negela qui nous réunit ce matin en ce beau lieu est une réponse aux dividendes de paix de l'accord entre les villages de Negela, Banankoro et Nyakurazana. Les travaux se feront en collaboration avec la SAED, qui est une société de la place. Au total, 250 hectares de plaines agricoles seront aménagés par le projet et mis à la disposition de la population des deux villages pour un coût total de 246 millions de francs CFA. À Negela, on doit aménager 200 hectares. La superficie agricole, c'est 200 hectares. Donc on a un barrage en béton cyclopéen de 110,34 mètres. Avec 2 murs de raccordement, un mur de raccordement de la rive gauche et un mur de raccordement de la rive droite. Nous sommes réunis pour être témoins de la cérémonie de lancement des travaux d'aménagement des plaines de Banankoro et de Negela. Rappelons que l'objectif général du projet D est de favoriser la stabilisation des zones fragilisées du Mali et le renforcement du contrat social pour une amélioration de l'offre de services socio-économiques de base.
La première édition du festival des musiques endogènes du Mandé, dénommé Mandé Niaga, se tiendra du 18 au 23 février 2024 à Badougou, Djoliba, annonce faite par Salif Keita. Face aux journalistes, un but de l'événement, valoriser et préserver le patrimoine culturel et artistique du Mandé. Ibrahim Kaoukonate, Toumani Diabaté. Ce festival dénommé Mandé Niaga est une initiative de l'artiste musicien Salif Keita. Il se veut un cadre de rencontres et d'échanges autour de la musique traditionnelle, les jeux et les instruments traditionnels du Mandé. Un festival de musique traditionnelle, rien que de musique traditionnelle avec les instruments traditionnels. Parce que nous pensons que notre pays est de plus en plus en train de perdre son âme. C'est sa culture. Donc il faudrait que nous évitions à notre jeunesse de connaître ce chaos derrière. Salif, il est déjà pas très loin de la retraite, même si en musique il n'y a pas de retraite. Il est déjà pas très loin de déposer la guitare. Mais il faut qu'il apprenne aux jeunes à se connaître et à connaître leurs instruments, à connaître leur musique, pour que demain il y ait d'autres Salif dans ce pays. Ce n'est pas un abandon du festival de Kouroumali. Salif ne veut pas abandonner ce festival. Donc c'est juste un avant-goût. Il y aura beaucoup de troupes folkloriques, beaucoup de danses de chez nous. À travers ce festival, l'artiste interplanétaire Salif Keita entend créer un cadre de partage d'expériences et d'initiation des jeunes aux valeurs artistiques et culturelles du Mandé. Laisser la place aux jeunes, vraiment. Mais c'est pour ça même qu'on fait ce festival, pour les rappeler de ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont africains, ils sont maliens, ou bien ils sont raïs, ou bien ils sont bambara. Il ne faut pas qu'ils oublient ça. Il ne faut pas qu'ils oublient, il faut qu'ils puissent tout le temps dans notre musique. Et mieux que ça, la valeur du Mali, c'est l'éducation. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes un peuple très respectueux, qui respecte tout le monde, sa culture aussi, et surtout social. C'est pourquoi on est obligé de faire ce festival-là, car il y a des Mserouna que nous avions avant. Il y a des millénaires, nous avons des façons de nous conduire. Il ne faut pas les abandonner. Pendant 3 jours, à Badougou Djoliba, à 25 km de Bamako, les festivaliers vont savourer les rythmes et traditions des 7 pays du Mandé. Cette rencontre culturelle sera animée par une exposition des instruments en voie de disparition, des ateliers de formation et des concerts. Festival Mandé Niaga à Badougou Djoliba du 18 au 23 février 2025 avec Salif Keita à retrouver dans vos kiosques désormais ce numéro spécial du journal La Sirène qui retrace les grandes étapes de l'histoire du journal. Il met en lumière également certaines réalisations et propose une piste de sortie de crise pour un Mali de paix et de cohésion sociale. L'actualité des sports dans quelques instants. Sport Week-end, c'est avec Kodi Sibi en plateau avec moi. Bonsoir Kodi. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous. Un week-end marqué par des rencontres retour du dernier tour des éliminatoires du Chan. Les aigles locaux reçoivent demain les Mourabitoun de la Mauritanie. Oui, la rencontre est prévue au stade du 26 mars, coup d'envoi 16h. À l'aller, rappelons-le, les Mauritaniens l'avaient emporté par 1-0. Alors, puisque c'est 1-0, il n'y a pas d'autre solution pour les aigles à prime. Il faut s'imposer par 2 buts d'écart pour décrocher la qualification. La tâche s'annonce pas aisée, mais les protégés des Baïba entendent réussir la mission. Notre équipe de reportage conduite par Arju Matina a fait un tour au niveau de leur QG. À Kabbalah, au centre d'élite pour sportifs Ousmane Traoré Ousmane Bleni, l'équipe nationale locale intensifie la préparation depuis son retour de Nouakchott.
Le sélectionneur Baïba et ses garçons veulent mettre tous les atouts de leur côté en vue de la réception de la Mauritanie ce dimanche. Le match aller, ça a été un peu difficile pour nous parce que voilà, on a perdu à 1-0, mais actuellement là, on a un peu renforcé l'équipe avec 2-3 joueurs. Je sais que tout le monde est conscient de ce qui nous attend le dimanche. Nous sommes à pied d'œuvre et encore revoir, réaméliorer ce qu'on avait comme positif. Battu à l'aller 1-0 en Mauritanie, l'équipe nationale locale nourrit certes des regrets au terme de ce premier acte, mais reste confiant et ne ménagera aucun effort ce dimanche pour s'offrir la qualification. On a perdu en Mauritanie 1-0. Donc les erreurs qu'on a fait, on est venu, on a causé ces erreurs-là. Donc le moral maintenant ça va. On a perdu là-bas 1-0. Pourquoi pas ici on va pas les battre 2 buts ou 3-0. Donc je suis sûr que le dimanche, on va qualifier, Inch'Allah. C'est donc une rencontre capitale, voire décisive, qui attend la sélection locale QV 2024, qui est désormais face à son destin. Voilà Ibrahim, en tout cas pour pousser les aigles à prime à la qualification à la victoire, eh bien, la Fédération malienne de football a décidé que l'entrée soit gratuite. Donc il est demandé au public une forte mobilisation, bien évidemment, un déplacement massif au stade du 26 mars demain. Et le Niger a déjà assuré sa qualification devant le Togo. C'était hier au cours d'un match qui s'est déroulé ici à Bamako, au stade du 26 mars. Oui, effectivement, le Niger était donc face au Togo. Vous allez voir les images. Voilà, donc la rencontre s'est soldée par le nul 0 but partout. Les Nigériens qui se qualifient donc grâce au nul 1 but partout de l'aller, notamment le but marqué à l'extérieur. Le MENA local décroche ainsi le précieux ticket pour la phase finale de ce championnat d'Afrique des Nations CHAN. Et on termine, Koji. On va poursuivre. Oui. Le temps juste de terminer avec ces images-là, puisqu'il y a une deuxième rencontre. Effectivement, on va passer tout à l'heure au Burkina Faso. Voilà, le Burkina Faso, même son de cloche, bien évidemment, pour le Burkina Faso. Les étalons ont donc joué cet après-midi au stade du 26 mars. Oui. Vous apercevez les images et la joie. Alors, ils sont qualifiés. Voilà, des Burkinabés qui se qualifient. Ils ont gagné cet après-midi 2-0 devant la Côte d'Ivoire. Et puisque c'est par ce même score que la Côte d'Ivoire avait gagné à l'aller, il fallait recourir à l'épreuve des tirs au but. Voilà. Et dans cet exercice-là, c'est le Burkina Faso qui a eu donc les pieds errés, puisqu'ils se sont imposés par 4 tirs réussis contre 2 pour les Ivoiriens. Vous voyez les réalisations justement du MENA local habillé en blanc. Non, des étalons plutôt. Oui, les étalons. Voilà. Les étalons du Burkina Faso, voilà, les étalons habillés en blanc, qui gagnent 2-0 face à la Côte d'Ivoire. Voilà, ce n'était pas suffisant, il fallait donc recourir à l'épreuve de tir au but. Et là, dans cet exercice-là, je le disais tout à l'heure, c'est l'équipe du Burkina Faso qui s'est imposée par 4 tirs réussis contre 2. Voilà, l'Ivoirien qui met le ballon au-dessus. Et voilà, le Burkinabé qui met dedans. Quelques temps forts de ce match Burkina et Côte d'Ivoire. Voilà, alors, les étalons joueront, on va le rappeler, leur 4e phase finale de CHAN. Ce sera dans 3 pays, Ibrahim, à savoir la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Du 1er au 28 février prochain, la compétition regroupera 16 sélections nationales composées des joueurs évoluant uniquement dans un club de leur pays. Très bien. Et terminons avec des nouvelles de handball et de natation. Oui, on va commencer par le handball. Les dames du Sigui d'Ekaï et les hommes de l'USFAS ont remporté cet après-midi le trophée de la Supercoupe. En dames, le Sigui a battu l'AS Police 26-24 chez les hommes. Victoire de l'USFAS 27-26 devant le Mamaïra de Kati. Et puis en natation, 120 nageurs ont pris part au championnat national. La Ligue de Bamako a remporté le trophée avec 18 médailles, 11 or, 2 argent et 5 bronzes. 2e caille, 3e Clicro. On reviendra en image sur ces différentes compétitions de handball et de natation demain dans Sport Week-end. Inch'Allah. Merci Koji. Merci Ibrahim. Bon week-end. Bon week-end à vous. Fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous demain. Déjà dès 13h sur la radio nationale du Mali pour 13h dimanche. Et l'on se retrouve ici à 20h pour la grande édition du soir. D'ici là, portez-vous bien.
Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de nos programmes. Bonsoir.